bienvenue du coup pour ce webinaire d'1h30 consacré à la période préparatoire au reclassement. L'objectif, c'est de pouvoir avoir à la fois vous faire un petit retour sur ce dispositif, mais aussi pouvoir vous partager des retours d'expérience d'employeurs publics sur cette thématique. Peut-être avant de débuter ce webinaire, je vais rappeler un peu les règles du jeu. Aujourd'hui, vous avez la possibilité ou non de mettre vos caméras. Par contre, si vous n'avez pas la parole, je vous demande de pouvoir couper vos micros afin que l'ensemble des participants puissent jouir d'une bonne qualité d'écoute. N'hésitez pas à poser vos questions dans le fil de discussion. On aura un temps d'échange dans le cadre de ce webinaire à la fin. Donc voilà, n'hésitez pas, vous inquiétez pas, vos questions seront traitées et vous aurez la possibilité aussi d'interagir en direct. Tout d'abord, peut-être pourquoi on a mis en place ce webinaire, c'est peut-être pour vous accompagner déjà sur la connaissance Hop, excusez-moi. Hop, j'ai ma présentation qui a sauté. Hop, je vous remets. Hop là. Donc, dans le cadre de ce webinaire, j'aurai la chance de pouvoir intervenir avec Maëlys Boxberger. Maëlys, est-ce que tu es présente? Je pense que Maëlys, du coup, alors peut-être qu'elle a un problème de micro, mais pour le coup, je ne l'entends pas. Donc, qui est chargée de développement territorial au FIPHHP Île-de-France. Donc, elle aura l'occasion de pouvoir introduire ce webinaire. J'aurai la chance de pouvoir co-animer ce webinaire avec Charline Flores, qui interviendra en deuxième partie de ce webinaire, et deux témoins employeurs. Nathalie Gay au travers de Charline et Kirija qui du coup nous présentera comment la ville de Vitry du coup gère le processus de période préparatoire au reclassement. Au programme, nous allons d'abord, donc comme je vous le disais, revoir un petit peu ce qu'est une période préparatoire au reclassement, vous donner quelques informations clés. Puis nous aborderons les modalités d'accompagnement que peut vous proposer le FIPHFP Île-de-France, parce qu'il peut vous accompagner dans le cadre de ce dispositif. Et enfin, on terminera par des retours d'expérience. Du coup, le retour du GST et le retour de la ville de Vitry-sur-Seine. Et après, l'objectif, c'est d'avoir un temps de questions-réponses où vous aurez la possibilité du coup de pouvoir poser vos questions, échanger, peut-être faire des retours d'expérience qui vont permettre d'enrichir chacun votre connaissance sur le dispositif. Donc, tout savoir, ou presque, sur la période préparatoire au reclassement. Ce qu'il faut d'abord noter, c'est peut-être le contexte. Généralement, une PPR intervient quand on observe un déséquilibre entre l'état de santé de l'agent et les contraintes liées à son poste. Donc, dans un premier temps, on va d'abord adapter son poste, mais parfois, cette adaptation n'est pas possible, ou en tout cas n'est plus possible. Et dans ce cas-là, on peut, dans un premier temps, affecter l'agent sur un autre emploi de son corps ou de son grade, ou si son état physique ne lui permet pas de remplir les fonctions de son corps, de son grade ou de son corps, on va proposer un reclassement dans un autre corps ou un autre grade, un autre cadre. Pour les points 2 et 3, bien sûr, cela va sans doute nécessiter une reconversion professionnelle et qu'on verra et qu'on pourra accompagner. Le cadre légal de la période préparatoire au reclassement, c'est tout d'abord l'ordonnance du 17 janvier 2017 qui a donné lieu à des modifications d'articles de loi dans les trois versants de la fonction publique et qui a surtout donné lieu à des décrets d'application. Donc, pour la fonction publique d'État, le décret du 20 juin 2018, pour la fonction publique territoriale du 5 mars 2019 et enfin pour la fonction publique hospitalière du 18 mai 2021.
Ces décrets ont du coup été modifiés par le décret du 22 avril 2022 qui a un petit peu remis à plat tout ce qu'on pouvait, le cadre de la PPR pour une meilleure mise en œuvre. Le principe de la période préparatoire au reclassement, c'est tout d'abord un dispositif qui permet de combiner toutes les étapes d'une reconversion, c'est-à-dire de la définition du projet professionnel jusqu'à sa mise en œuvre pour mettre en place le reclassement. Ce dispositif est réservé aux agents titulaires en position d'activité. Il a généralement une durée d'1 an, durant laquelle l'agent va préparer son reclassement et il va pouvoir être accompagné dans la définition de son projet professionnel. Il aura des temps de formation, des temps d'observation, des temps de mise en situation en milieu professionnel pour lui permettre du coup d'appréhender ce nouveau poste, ce nouvel univers de travail. Ces actions elles vont être formalisées dans le cadre d'une convention et cette convention sera signée, bien sûr, entre l'agent et son employeur, mais dans le cas de la fonction publique territoriale, on aura en plus le président du centre de gestion ou le CNFPT qui signera la convention. À l'expiration du coup de cette période, l'agent va pouvoir demander son reclassement qui pourra se faire soit par voie de détachement, soit par voie de concours ou d'examen. Cette période de préparatoire au reclassement, elle a une durée de 1 an, mais elle peut être allongée de 3 mois supplémentaires si les deux parties du coup sont d'accord pour pouvoir permettre à l'agent de sécuriser son reclassement. Les étapes clés de ce dispositif, ça va être tout d'abord définir et structurer un projet professionnel, parce que l'objectif, c'est vraiment de pouvoir cibler des fonctions qui vont être compatibles avec la situation de handicap de l'agent, mais également avec ses compétences, en tout cas avec ses aspirations professionnelles. Ça va être aussi de mettre en œuvre le projet et acquérir de nouvelles compétences, donc par le biais de formation, par le biais d'immersion terrain pour faire de la formation-action. Et puis aussi, ça va permettre de pouvoir réussir son intégration dans le nouvel emploi, parce que dans le cadre de ce dispositif, l'agent aura la possibilité du coup de tester le nouvel emploi, donc de se projeter, de peut-être identifier des difficultés ou tout simplement des facilités pour pouvoir mener son futur emploi. Donc, ça permet vraiment de pouvoir valider le fait qu'il puisse intégrer cette nouvelle fonction, cette nouvelle mission. Pour que ce projet, du coup, fonctionne, le premier acteur, c'est l'agent. Pourquoi c'est l'agent? Parce que c'est lui qui va être au cœur de la création de ce nouveau projet professionnel. Alors bien sûr, il va être accompagné par des équipes pluridisciplinaires, par son service RH, par son collectif de travail, par des instances médicales, par le médecin du travail, les Cap emploi, les centres de gestion ou les plateformes RH. Mais avant tout, c'est l'agent qui doit être moteur pour permettre du coup au, 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 pour lui permettre du coup d'intégrer du coup son nouveau poste et donc de la réussite de ce nouveau reclassement. Donc ça veut donc dire qu'il va falloir accompagner aussi l'agent dans l'acceptation de sa situation, dans le deuil des missions qu'il ne peut plus faire du fait de sa situation de santé. Et donc ça va vraiment demander un accompagnement pluridisciplinaire pour permettre à cet agent du coup d'être épanoui dans son nouveau cadre de fonction. Voilà pour la présentation du dispositif. Vous le verrez au travers des différents témoignages des employeurs publics qui ont bien voulu participer à ce webinaire et transmettre leurs bonnes pratiques. Vous verrez vraiment comment toutes ces étapes se retraduisent dans la réalité. Est-ce qu'il est au final facile de pouvoir mettre en œuvre cette PPR? Quelles sont les difficultés? Voilà, vous serez amené dans un second temps du webinaire de pouvoir voir comment on peut le mettre en œuvre. En attendant, ce que je vais vous présenter, c'est l'accompagnement du FIP Île-de-France dans le cadre de ce dispositif. Dans un premier temps, le FIP peut intervenir dans le financement
les actions de formation ou d'accompagnement que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Au travers de son catalogue, qui est du coup assez varié et qui permet du coup de vous accompagner tout au long de ce processus de période préparatoire au reclassement. On va pouvoir notamment financer les bilans de compétences ou les bilans professionnels, et ça sera via l'aide 19, que d'ailleurs l'agent accepte la PPR ou non. Il aura la possibilité du coup d'utiliser cette aide. On va aussi pouvoir utiliser les aides du FIP dans le financement de formations comment dire, l'utilisation de matériel spécifique pour compenser la situation de handicap de l'agent. Donc, par exemple, votre agent, dans le cadre de l'évolution de son état de santé, dans le cadre de ce nouveau métier, va devoir utiliser un logiciel de retranscription vocale pour compenser sa situation de handicap. Et on va pouvoir financer la formation de l'agent pour apprendre à utiliser ce logiciel. Et cette formation, elle va pouvoir être financée par le FIP à hauteur de 5 000 € et la rémunération de l'agent sera financée également par le FIP durant cette formation. Donc, ça permet vraiment, du coup, à l'employeur public de pouvoir mettre tous les moyens nécessaires pour accompagner l'agent dans le cadre de ce changement de mission. Le FIP va également accompagner les agents reconnus INAP à l'exercice de leurs fonctions qui s'engagent forcément dans un parcours de reclassement. Donc, dans le cas où ils acceptent la PPR, le FIP va pouvoir financer à hauteur de 10 000 € des actions de formation engagées dans le cadre de cette PPR. Et durant cette formation, le fonctionnaire sera en position d'activité et donc il va percevoir son traitement correspondant. Le FIP va également financer des formations pour les agents qui refusent la PPR, mais qui sont dans un processus de reclassement. Et là, c'est l'aide numéro 22. Donc, il va aussi financer les actions de formation à hauteur de 10 000 €. Mais là, pour le coup, l'action va être limitée à 1 an. Le financement va être limité à 1 an. Et donc, du coup, ce sera valable pour les agents qui sont inaptes, reclassés statutairement. Donc, en gros, ils vont changer de corps et de grade ou affectés à un nouvel emploi d'un autre que son grade, dans un changement d'affectation pour raison de santé. La dernière aide que le FIP va pouvoir mettre dans le cadre d'un agent en reclassement, ça va être d'accompagner les agents qui ont besoin à terme d'une reconversion parce que leur état de santé va être évolutif et ne va plus leur permettre du coup de tenir leur poste. Et donc ça, le caractère évolutif de l'état de santé va être certifié par le conseil médical. Et donc cette aide, c'est l'aide numéro 23. Elle est d'une durée d'1 an et d'un montant de 10 000 € maximum et elle va permettre de financer des formations pour faciliter cette reconversion. Elle doit obligatoirement être prescrite, cette aide, par le conseil médical et la rémunération de l'agent sera maintenue à hauteur de 60, enfin, sera financée par le FIP à hauteur de 60%. Donc, vraiment, aujourd'hui, le Fonds d'insertion pour les personnes en situation de handicap dans la fonction publique vous accompagne dans le cadre de ce processus. Il a conscience que c'est un engagement des employeurs, tant en temps mais aussi un engagement financier. Et donc, par le biais de ces aides du catalogue, et ben, du coup, il vous permet de pouvoir limiter justement cet enjeu financier. En complément des aides financières, et notamment au travers du réseau Handipact, donc Handipact Île-de-France, mais Handipact aussi au national, il y a eu du coup des outils qui ont été construits par les employeurs qui ont voulu se mobiliser sur cette question. Et donc notamment, on a un premier outil qui est une monographie qui retrace le rôle du référent handicap dans un processus de PPR qui est géré par une équipe pluridisciplinaire. En gros, ça va vous donner le mode d'emploi et le positionnement du référent handicap doit avoir dans le cadre d'une PPR pour notamment
savoir à quelle étape il doit intervenir, quelle est sa position par rapport à tel ou tel acteur. Et donc, ça permet vraiment d'avoir un mode d'emploi. Donc, ça peut être très utile quand justement on débute dans ce type de processus et qu'on n'a pas de processus clair et nommé. On va également, donc cette monographie a été construite dans le cadre des clubs employeurs conventionnés qui se réunissent très régulièrement au sein du Handipact Île-de-France. Donc voilà, c'est grâce en fait au brainstorming de tous ces acteurs qu'on a pu construire cet outil. Également, une deuxième monographie, mais là, ça va être dans le cadre d'un référent handicap qui du coup, interagirait avec un référent reclassement dédié dans le cadre de cette PPR. Donc là, c'est pareil, c'est voir comment on peut travailler de concert entre référent handicap, référent reclassement, à quel moment chacun intervient, quels dispositifs doivent être mis en place et par qui. Donc voilà, c'est vraiment un mode opératoire pour faciliter la mise en œuvre du coup de la PPR. Un autre outil qui a été créé dans le cadre du Handipact Île-de-France, c'est une fiche argumentaire à destination des ressources humaines qui souhaitent mettre en place une PPR. Ce document, son objectif, c'est vraiment de retracer toutes les étapes clés, les acteurs, les outils, les conseils pour sécuriser la mise en œuvre de la PPR. Comme je le disais tout à l'heure, la PPR, c'est quand même un dispositif qui est assez récent, qui, du coup, pour certains, amène différentes questions. Certains employeurs ne savent pas forcément comment la mettre en place, quels sont les outils qu'il faut créer pour qu'elle soit efficiente, quel acteur mobiliser. Et donc là, l'objectif de cette fiche argumentaire, c'est vraiment de pouvoir vous mettre à disposition un mode opératoire pour essayer d'optimiser la mise en place de cette PPR. Un autre outil et que vous pourrez aussi retrouver et que je pourrais vous transmettre bien sûr hein, avec le lien replay, c'est une fiche argumentaire, là cette fois-ci à destination des agents. Parce que c'est parfois compliqué de convaincre ou en tout cas d'inciter un agent à accepter de rentrer dans un processus de période préparatoire au reclassement. Et donc de ce fait, on, on- les employeurs qui ont participé dans le cadre du réseau Handipact ont créé une fiche argumentaire pour trouver les bons mots pour inciter les agents à se lancer dans ce dispositif, pour aussi répondre à leurs appréhensions, peut-être aussi leur présenter le processus, parce que parfois l'acceptation ne se fait pas parce que justement il y a une méconnaissance du processus. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir permettre aux acteurs RH, aux référents handicap, d'avoir le bon argumentaire pour pouvoir mettre en œuvre le dispositif. Enfin, le dernier outil que je vais vous présenter, c'est le kit de période de préparatoire au reclassement qui a été du coup mis en avant par le réseau Handipact Occitanie, excusez-moi, et qui s'est basé dans le cadre de ce kit sur le travail préparatoire de nombreux CDG, de nombreux réseaux Handipact, notamment dont le Handipact Île-de-France, qui a permis, du coup à ces différents acteurs de créer tout ce qu'il faut pour mettre en œuvre une PPR. Dans ce kit, vous allez vraiment trouver des outils, des exemples, des tableaux, des templates, donc des exemples de conventions. Voilà, c'est vraiment un kit clé en main et qui va vraiment vous permettre du coup de pouvoir mettre en œuvre ce processus. Et pour ceux qui débutent sur ce sujet ou pour ceux qui veulent peut-être améliorer,
voilà, confronter leurs outils avec ce qui a déjà été fait, ça va vraiment vous permettre du coup de pouvoir voir toutes les étapes du processus et tous les documents que vous pouvez mettre en œuvre dans le cadre de cette PPR. Pour terminer cette partie, ce qui a été remonté dans le cadre des différents groupes de travail, clubs d'entreprise, clubs employeurs, groupes d'échange de pratiques, les bonnes pratiques dans le cadre de la période préparatoire au reclassement, c'est avant tout d'anticiper les situations d'inaptitude parce que on le sait, plus on anticipe et pour le coup, moins on peut arriver vers ce type de processus de reclassement. Donc il faut pouvoir travailler justement sur ce processus de prévention des inaptitudes. Autre bonne pratique, c'est forcément de multiplier dans le cadre de cette PPR les enquêtes métiers, les stages d'immersion pour confirmer le projet professionnel de l'agent. C'est vraiment d'inciter l'agent à aller sur le terrain, à être confronté au métier pour lequel voilà, il a envie d'intervenir, tout simplement parce que sinon, il ne pourra pas valider son projet professionnel. C'est aussi désigner un tuteur en appui de l'agent tout au long de son parcours et bien sûr, pour ce tuteur et pour cet agent, préciser les rôles et les engagements de chacun. Pourquoi c'est important de pouvoir mettre en œuvre un tuteur? Bah, tout simplement pour que votre agent ait un référent, est une personne avec qui il va pouvoir peut-être échanger ses difficultés, une personne qui va pouvoir l'accompagner justement dans cette immersion métier. Et ça va permettre aussi, pour vous, employeur, d'avoir le retour d'expérience du tuteur pour voir si cet agent est prêt ou non à occuper ces nouvelles fonctions et s'il a besoin ou non d'une formation pour renforcer ses compétences. Donc, le fait de désigner un tuteur, c'est aussi une étape très importante. Il va falloir également structurer les étapes pour se donner un cadre temporel et effectuer des bilans réguliers. Vous l'aurez compris, la PPR, c'est 12 mois avec une prolongation maximum de 13 mois. Ça peut très rapidement passer. On sait déjà que les 2 premiers mois maximum, le projet de professionnel doit être défini et la convention doit être signée. Donc, ça veut dire que dans la réalité, il vous reste entre 10 et 12 mois pour tester le projet, former l'agent et qu'il puisse du coup se mettre dans cette nouvelle étape d'avancement. Donc, il est vraiment très important du coup de se donner, de rythmer par des entretiens réguliers, de se donner des rituels pour faire des points avec l'agent pour être sûr que du coup, il aille dans la bonne direction et que, cette période préparatoire lui soit bénéfique. Autre bonne pratique, c'est de mobiliser les prestations et les dispositifs spécifiques, autrement dit savoir s'entourer. Vous l'aurez compris, le FIP peut vous accompagner par le biais de financement, bien sûr, mais vous avez aussi le Cap emploi qui peut vous accompagner parce qu'ils ont cette expertise handicap, cette expertise aussi en évolution professionnelle, en maintien dans l'emploi. Donc, n'hésitez pas à les solliciter. Vous avez aussi toutes les prestations d'appui spécifiques qui vont pouvoir aussi, parce qu'ils ont cette connaissance du handicap, peut-être accompagner l'agent aussi dans sa connaissance de contre-indications, de restrictions, de besoins d'aménagement et donc dans l'affinement de son projet professionnel. C'est vraiment de savoir s'entourer. Comme je le disais tout à l'heure, la période préparatoire au reclassement, c'est un projet collectif où l'agent est au cœur du dispositif, mais tout autour de l'agent, vous avez des parties prenantes multiples qui vont pouvoir du coup l'aider à finaliser son projet. Et du coup, bah voilà, même si la PPR ne dure pas 1 an, l'important, c'est de pouvoir vraiment utiliser ce dispositif-là pour sécuriser le reclassement, pour valider le projet professionnel et pour être sûr que du coup, l'agent est à la bonne place et que surtout ses conditions de santé sont respectées. Donc voilà les bonnes pratiques qui sont ressorties
au fil des échanges dans le cadre du réseau Handipact. Et donc là, l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir vous donner des retours d'expérience d'employeurs qui, du coup, ont mis en œuvre ce processus. Je vais laisser la parole du coup à Charline qui va du coup retraduire l'échange qu'elle a pu avoir avec Nathalie Guel, responsable RH du pôle social du groupement hospitalier du territoire Grand Paris Nord-Est. Bonjour à tous et je vous remercie. Donc Nathalie effectivement ne peut pas être présente aujourd'hui, mais elle tenait à faire la restitution effectivement de son expérience. Donc Nathalie, elle est responsable RH au pôle social du groupement hospitalier de territoire Grand Paris Nord-Est et elle a eu l'occasion de mettre en place ce dispositif depuis 2022. Donc depuis cette date, il y a 18 reclassements qui ont pu bénéficier du dispositif de PPR. Donc c'est un dispositif auquel elle tient. Donc elle l'a mis en place à la fois pour les contractuels et pour les titulaires. Donc elle a mis deux procédures différentes en place, sachant que pour les contractuels, effectivement, cette procédure est bien mise en place, mais l'employeur n'a pas de contrainte à l'égard de ces personnes, enfin, elle n'a pas d'obligation en tant que telle de reclassement. Et ce qu'elle a mis en évidence dans son témoignage, c'est la manière dont les personnes, les agents sont accompagnés dans le cadre de ce dispositif. Donc il y a à la fois un accompagnement multidisciplinaire pour qu'on puisse l'aider à concrétiser son nouveau projet professionnel. Donc elle s'est beaucoup appuyée sur le service de formation qui finalement lui permet d'aider, enfin, qui l'aide au quotidien pour que les agents puissent clarifier leur projet et identifier les formations qui seraient nécessaires. Euh, et il y a aussi la possibilité effectivement d'avoir le référent handicap pour l'accompagner et le soutenir et coordonner l'ensemble des acteurs. Il y a un soutien psychologique qui est assuré par un psychologue du travail qui permet à la fois d'accompagner l'agent sur toute la partie deuil du métier et qui lui permet effectivement à terme de se projeter sur de nouvelles opportunités métiers. Donc elle travaille sur différents outils et là ce qu'elle a envie de développer, c'est un outil pour aider l'agent à se projeter, c'est-à-dire un guide qui puisse permettre d'élaborer la réflexion et en tout cas de permettre de faire ce travail un peu d'introspection avant de pouvoir rencontrer le référent handicap et de pouvoir à terme aller plus loin dans la construction de son projet. Donc elle fait un gros travail de sensibilisation pour lever les freins puisqu'il peut y avoir des freins de deux côtés, hein, à la fois côté agent qui peut-être parfois ne sera pas vraiment acteur de son parcours, de la démarche. Et donc c'est comment je l'accompagne pour justement le mettre au cœur du dispositif et qu'il soit vraiment dans cette démarche de construction et qui prenne en main son projet. Donc c'est à la fois une aide à ce niveau-là, mais aussi une aide très concrète dans ses démarches pour qu'il puisse se présenter, parler de son parcours, valoriser aussi ses compétences, etc. Et côté encadrement, c'est comment je l'accompagne aussi. J'accompagne aussi les encadrants pour qu'ils aient une vision positive voilà, de cette démarche et qu'ils voient avant tout les atouts du candidat, la motivation, ses compétences, etc. Donc tout ça, c'est un travail de fond qui prend énormément d'énergie. Ce qu'elle met en évidence aussi, ce qu'elle a mis en évidence dans notre échange, c'est le fait de savoir s'entourer. Euh, c'est à la fois comment je vais pouvoir capitaliser sur des échanges, des outils avec des pairs. Donc, elle a énormément parlé des rencontres avec le FIP qui l'ont aidée justement. Et aujourd'hui, elle propose même de partager des outils qu'elle a construits qu'on va voir dans un troisième temps, et qui pourront vous être utiles pour ceux qui sont en pleine construction, structuration de cette démarche. C'est aussi comment je vais pouvoir identifier des alliés, à la fois en externe et en interne,
Donc elle, par exemple, l'allié phare qu'elle a cité, c'est le service formation qui aide à la fois sur la construction du projet, et le soutien, voilà, et qui est assez structurant dans sa démarche, et aussi d'autres directions, puisque pour pouvoir placer les agents en PPR, bah, il faut aussi avoir la vision sur des opportunités en interne et pouvoir voilà, placer plus facilement certains agents. Et ce qui est important aussi, donc ça c'est effectivement ce qui accompagne tout le processus, c'est comment je vais pouvoir travailler en intelligence collective avec l'ensemble des acteurs et notamment les syndicats, la médecine du travail, les différentes directions. Voilà, donc tout ça est un travail finalement de synergie entre tous ces acteurs et c'est ce qui amène à réussir cette démarche PPR. Donc les outils phares, on pourra vous les envoyer, mais il y a donc 5 outils sur lesquels elle s'appuie. Donc il y a le courrier type de proposition pour une PPR, donc qui est là pour informer l'agent du droit à ce dispositif. Donc, qui permet d'avoir la vision sur comment ça va se dérouler, la proposition de rendez-vous avec des acteurs internes. Donc, chez elle, ça passe par l'assistante sociale et le référent handicap. Et évidemment, l'information sur le délai à tenir pour donner son accord. Un courrier type de proposition à reclassement suite à une inaptitude. Donc là, c'est proposer, présenter les postes vacants à l'agent, lui expliquer un petit peu la démarche, le process pour présenter sa candidature. Ils font le lien aussi avec le dispositif de bourse à l'emploi, qui est quelque chose dont ils bénéficient en interne. Et puis évidemment, présentation des conséquences en cas de refus ou d'impossibilité de reclassement. Ensuite, la convention PPR avec l'ensemble des articles qui sont, voilà, qui sont obligatoires dans cette convention, mais l'objet, la durée, les actions qui peuvent être mises en place dans le cadre de la PPR, les obligations de l'agent, etc. L'avenant aussi à la PPR, qui lui va permettre de compléter cette convention en reprenant l'objet de l'avenant, la définition des actions à mettre en œuvre. Et un outil qu'elle a construit aussi, qui est assez intéressant dans la démarche d'accompagnement de l'agent, c'est une grille d'évaluation des actions de la PPR. Donc cette grille, elle va valider en fait le souhait de reconversion ou la projection sur un nouveau métier. Donc elle va permettre de revenir un petit peu sur les compétences de l'agent au regard de ce projet et de faire des observations et de voir éventuellement comment consolider les compétences de l'agent, comment l'accompagner pour aller vers son objectif. Voilà, donc c'est un outil qui peut être intéressant voilà, pour accompagner concrètement l'agent. Donc voilà pour ces outils. Je vois qu'il y avait une question sur la bourse à l'emploi, mais alors Nathalie vous en parlera mieux que moi, mais effectivement c'est comme si vous avez un site de gestion des carrières où vous mettez en ligne toutes les opportunités d'emploi qu'il y a au sein de votre structure. Et du coup, c'est un outil pour l'agent puisqu'il peut aller consulter les opportunités en interne et ça va lui permettre de se projeter sur tel ou tel type de poste en fonction de ses compétences. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Charline, du coup, pour ce Merci. retour d'expérience. Est-ce que Kirija est présente? Je n'entends pas. Excusez-moi, juste vérifier. Alors, apparemment, elle n'est pas présente. Alors, j'en profite parce que je vois qu'il y avait une autre question sur la procédure pour un agent contractuel. Tiens, je vais essayer de l'appeler. Je te laisse. D'accord, oui. Donc effectivement, il y a une procédure qui est mise en place aussi pour les agents contractuels, donc ils sont reconnus inaptes à leur fonction. Donc dès lors qu'il y a la conclusion d'un médecin expert agréé,
On envoie un courrier à l'agent pour un entretien préalable au licenciement pour inaptitude et aussi on lui indique qu'il a la possibilité de faire une demande de reclassement. Et voilà, donc son dossier va passer par une commission et l'employeur va lui proposer effectivement des postes. Mais effectivement, oui, je vois qu'il y a une réaction au niveau réglementaire, pas de PPR pour les contractuels, en effet, mais visiblement, dans la structure de Nathalie, c'est quelque chose qu'il propose. Euh, voilà, donc elle pourra vous en dire davantage, mais effectivement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que l'agent n'est pas prioritaire par rapport aux candidatures et voilà, c'est une option qui est mise en place pour eux. Excusez-moi, j'en profite du coup. J'avais une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. C'était pour les personnes qui sont en arrêt maladie. Est-ce qu'on peut entamer la procédure pendant l'arrêt, l'observation du nouveau métier, ces choses comme ça? Alors, ça, c'est quelque chose qui, effectivement, je crois qu'il y a une subtilité par rapport à l'arrêt maladie. Effectivement, je préfère ne pas trop m'avancer, éventuellement revenir vers vous dans un second temps. Mais ce que j'avais en tête, c'est que souvent, quand il n'y a pas de prise en compte de la PPR, si on est sur un arrêt de longue durée. Mais voilà, à vérifier, hein, je préfère. Je crois qu'il y a Je crois quelqu'un qu'il y a qui veut Séverine, répondre. Ah, c'est le sage, Séverine. Oui, qui peut peux répondre à la répondre? question. Séverine, allez-y. Bah, en fait, si on part sur une PPR, la PPR, elle débute à partir de l'avis du conseil médical d'inaptitude. Donc, l'avis du conseil médical en inaptitude, généralement, arrive en fin des droits du conseil des droits au congé longue maladie ou au congé longue durée. Donc, si vous anticipez pendant l'arrêt maladie, on n'est pas dans le cadre d'une PPR. Par contre, on est dans le cadre d'une anticipation à l'inaptitude. On n'est pas sur le même, du coup, on n'est pas au même niveau. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, moi j'ai compris. Merci Séverine. Merci. N'hésitez pas hein, si vous avez d'autres remarques. Voilà, je sais que Kirija arrive. Elle a eu un petit contretemps, donc c'est pour ça que du coup, elle n'a pas pu se connecter en temps. Donc voilà, si vous aviez d'autres questions ou d'autres remarques à partager, voilà. Basile, la PPR ne peut pas commencer dès la demande de l'agent maintenant, c'est-à-dire sans attendre l'avis du conseil médical. Pour le coup, il faut l'avis du conseil médical. Alors, par expérience, moi, j'ai déjà eu une situation où j'étais persuadée qu'on aurait une inaptitude au vu du discours de l'agent et on ne l'a pas eu en fait. Hein. Donc, Oui. je pense que c'est un peu risqué finalement d'anticiper un peu trop la procédure de reclassement et de PPR parce que tant qu'on n'a pas l'avis réel du conseil médical, on peut se tromper, quoi. Et je réponds. Alors, on avait une autre question. Pour bénéficier de ce dispositif, faut-il que l'agent soit obligatoirement reconnu travailleur en situation de handicap? Non. Pour le coup, une personne qui va être en inaptitude n'a pas forcément le statut, enfin, n'a pas encore le statut, enfin, pas obligatoirement la RQTH et autres. À partir du moment où il sera reclassé, il pourra être bénéficiaire de l'obligation d'emploi, mais il n'a pas forcément au moment du début de la période préparatoire au reclassement le statut. Le financement du FIP, possible aussi pour les agents en reclassement pour des raisons de santé
qu'ils soient RQTH ou pas. Oui, selon les aides, vous avez des financements possibles, même pour les agents qui ne sont pas RQTH, bon, qui ont des restrictions ou qui sont inaptes, mais voilà. Donc, en effet, alors, pour ceux, alors je ne sais pas si vous avez déjà tous vu le catalogue du FIP, hein, mais l'avantage, alors j'essaie juste de vous en retrouver un, mais l'avantage, c'est que pour chacune des aides que vous souhaitez mobiliser, ou en tout cas que vous pensez mobiliser, vous avez euh, catalogue, vous avez du coup le public qui peut bénéficier de ces aides. Donc, du coup, ça vous permet vraiment de pouvoir être sûr que vous mobilisez la bonne aide au bon moment et donc vous permettre du coup de sécuriser vos demandes. Donc, pour vous projeter rapidement, pour ceux qui n'auraient jamais vu le catalogue du FIP, donc vous avez ici donc, les différentes aides que vous pouvez mobiliser. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, c'est un peu flou. Voilà. Les différentes aides que vous pouvez mobiliser. Et pour chacune des aides, vous allez pouvoir, donc par exemple, pour l'aide numéro 21 ou 22, voilà. Pour l'aide numéro 21. Donc, vous allez avoir, hop, donc par exemple, formation dans le cadre d'une période préparatoire au reclassement, donc uniquement les agents qui ont du coup, qui acceptent la période préparatoire au reclassement. Donc là, ça vous dit par exemple uniquement les agents BEE en période préparatoire de reclassement. Donc là, oui, l'aide est mobilisable. Pour le reste, non, sauf les travailleurs pour ESAT. Par contre, par exemple, sur l'aide numéro 22, donc qui est la formation dans le cadre d'un reclassement statutaire ou un changement d'affectation, vous allez voir que, par exemple, vous avez les agents BEE, mais vous avez aussi les agents inaptes ou en cours de reclassement, ceux qui sont en disponibilité d'office pour les raisons de santé. Vous allez avoir les agents en CDI, en CDD qui sont en BEE ou inaptes. Voilà. Donc, en fait, pour chacune des aides du catalogue, vous allez avoir donc le descriptif de l'aide, les publics visés, et après, comment ça doit s'articuler et le mode opératoire pour faire votre demande. Donc voilà, ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de pouvoir utiliser le catalogue du FIP, pour chacune des aides que vous souhaitez mobiliser, vous avez la possibilité. Voilà. Et oui, bien sûr, ce catalogue est disponible pour les personnes extérieures au FIP. Vous pouvez le télécharger directement sur le site ou je pourrais vous le transmettre comme élément complémentaire à l'issue, avec le replay sans aucun problème. Et du coup, je souhaite une bienvenue à Kirija qui nous a rejoint. Bonjour Kirija. Vous avez votre micro qui est coupé. Normalement, ça doit être bon. C'est bon, parfait, on vous entend. Parfait. Bonjour à tous. Et bienvenue. Donc pour vous donner un petit peu, on a représenté le dispositif de PPR. On a eu un premier retour d'expérience de Nathalie Guel, du coup, de la fonction publique hospitalière. Et donc là, l'objectif, c'est d'avoir aussi une vision pour la fonction publique territoriale avec un retour d'expérience, du coup, de votre côté. Donc, merci beaucoup déjà pour cette participation et pour ce partage d'expérience. Peut-être pour débuter du coup cet échange, je vous propose peut-être de vous présenter, de présenter un peu vos fonctions et votre équipe. Oui, bien sûr. Alors moi, je suis Kirija Thermalingam, je suis responsable d'un secteur qui s'appelle accompagnement vers le maintien dans l'emploi. J'ai une double casquette, je suis également référente handicap au sein de la ville de Vitry-sur-Seine.
Donc, j'ai une équipe qui est composée de 4 agents. Donc, j'ai une équipe administrative, donc une assistante administrative avec 2 chargés de parcours professionnel et une conseillère emploi-mobilité et une équipe d'agents. Donc, on a une 50aine d'agents que nous accompagnons dans le cadre de leurs projets professionnels et donc sur la voie du reclassement. Super, merci beaucoup, Kérija. Peut-être pour débuter du coup cet échange, est-ce que vous pouvez peut-être expliquer à ceux qui nous regardent comment était géré le processus de PPR avant votre arrivée et puis après, comment vous avez réussi à structurer le process depuis votre arrivée du coup sur ce poste? Oui, bien sûr. Moi, je suis arrivée au sein de la ville de Vitry-sur-Seine en juillet 2021. Et donc, la PPR n'était pas encore mise en place. On avait simplement fait une petite information sur le dispositif PPR, mais bon, c'était pas encore bien avancé sur ce dispositif-là. Et donc, quand je suis arrivée, on a dû reprendre toute la partie communication vis-à-vis de nos agents concernés sur ce dispositif-là et les agents qui n'étaient pas aussi concernés parce que malheureusement, il y a eu une communication qui n'a pas été largement diffusée. Donc, les agents étaient un petit peu dans le doute de l'éligibilité par rapport à leur situation individuelle. Et donc, une communication sur le dispositif a dû être faite. Et puis après, effectivement, on a dû mettre en place petit à petit, étape par étape, plusieurs dispositifs, plusieurs outils de mise en place par rapport à cette PPR qui n'était pas simple au début, je vous avoue, mais on a été bien accompagné par le CIG aussi. Donc, tout un travail de collaboration a pu être mené aussi ensemble pour mettre en place ce dispositif-là et structurer, formaliser aussi cette PPR par des courriers, des tableaux reporting, des guides, des chartes aussi qu'on a pu élaborer. Mais je viendrai peut-être là-dessus plus tard. Tout à fait. Justement, dans le cadre de cette structuration de la PPR, quels ont été les outils que vous avez dû mettre en place et comment, du coup, vous avez après pu faire adhérer les différentes parties prenantes à l'utilisation de ces outils pour sécuriser, du coup, la PPR? Les outils, dans un premier temps, on a mis en place une brochure d'information. Donc, ça, c'était vraiment important pour que les agents qui intégraient ce secteur puissent avoir cette information, suffisamment d'informations sur le dispositif et l'éligibilité aussi, parce que tous les agents du secteur ne sont pas éligibles à la PPR. Donc, on a réalisé une brochure de communication. Nous avons fait une réunion d'information auprès de l'ensemble des agents concernés pour leur expliquer voilà, en quoi consistait la PPR, quels étaient le contenant aussi de ce dispositif et de quelle manière nous, le secteur, allons accompagner ces agents-là. Donc, les agents étaient plus ou moins intéressés, j'ai envie de dire, par le dispositif parce que c'est vrai que nous, la ville de Vitry-sur-Seine, on a créé un secteur tel que le mien pour vraiment accompagner l'ensemble des agents dans le cadre d'une deuxième carrière. Donc, le dispositif de PPR venait renforcer un peu ce travail déjà d'accompagnement qui était déjà initié par la ville de Vitry. Mais effectivement, en termes de contenant, c'était très intéressant parce que les agents pouvaient réaliser des stages découverte métier, des périodes d'immersion professionnelle. On a mis en place des entretiens de suivi mensuels, des bilans tripartites également avec les tuteurs qui pouvaient aussi les accompagner dans le cadre des stages et des périodes immersives. Et puis pour opérer ce suivi, des tableaux. Donc on travaille principalement avec des tableaux et des questionnaires aussi d'évaluation. Des grilles de compétences également qu'on met en place pour que l'agent puisse s'auto-évaluer sur ses compétences quand il arrive au sein du secteur, qu'il ait aussi une visibilité sur les connaissances déjà acquises et les connaissances qu'il aura à apprendre dans le cadre de son projet professionnel qu'on construit ensemble avec l'agent.
Super. Alors, je sais que vous aviez, lorsqu'on avait échangé, vous aviez dit que vous étiez d'accord pour pouvoir partager aussi les outils que Oui, vous avez mis en place. Ça oui. permettra aussi voilà, aux différentes personnes qui regardent ce webinaire peut-être de s'inspirer de ce que vous avez pu mettre en place et du coup, ça les aidera sans doute. Mhm. Je sais aussi qu'on avait parlé du fait que chez vous, chaque agent est aussi responsable de son parcours, Oui. puisque, par exemple, j'aimerais bien que vous puissiez présenter un peu une journée type d'un agent ou une semaine type d'un agent dans le cadre d'un processus de PPR, parce que vous avez vraiment fait en sorte que ce soit rythmé, structuré, pour qu'il conserve une logique d'activité professionnelle. Oui, tout à fait. Donc en fait, si vous voulez, on a vraiment mis en place un fil conducteur, donc un agent qui intègre, mon secteur. Donc, il y a, le 1er jour, donc une journée d'accueil et de découverte du secteur. C'est aussi une journée de découverte de son chargé d'accompagnement des parcours professionnels qui va donc, suivre cet agent tout au long de la PPR. Donc on réalise des tests bureautiques, donc c'est variable. Soit on le fait le premier jour d'arrivée, ou alors on le fait en fin de semaine. Mais il y a des tests bureautiques qui sont systématiquement réalisés, dès son arrivée pour, bon voilà, comme je vous disais, pour apprécier son niveau de compétence, sur les outils bureautiques, et informatiques. Et puis ensuite, donc, nous, en fait, ce qui est l'avantage de ce secteur, c'est que nous avons des grandes salles de travail avec des postes informatiques. Donc, tout nouvel arrivant, a donc, à sa disposition un poste informatique et un poste téléphonique. Donc, tout de suite, il a accès aux différents outils, d'apprentissage, j'ai envie de dire, donc dès son 1er jour d'arrivée. Et puis ensuite, voilà, donc on réalise des ateliers. Donc, nous avons des chargés d'accompagnement des parcours professionnels qui sont sur place, donc, qui sont vraiment rattachés à mon secteur. Et ces chargés réalisent des ateliers, différents ateliers, à destination des agents. Donc on a vraiment Par une belle exemple, comme atelier, programmation. Comment? vous proposez quoi comme atelier, par exemple? Oui, on a une belle programmation d'ateliers. Donc, on a des ateliers spécifiques métiers, par exemple, accueil physique et téléphonique, la prise de parole en public. Nous avons des ateliers techniques de recherche d'emploi, créer, actualiser un CV, créer, actualiser une lettre de motivation, co-construire ensemble son projet professionnel, comment valoriser son parcours professionnel, comment valoriser ses compétences, professionnelles. Et on a aussi un autre atelier sur, toute la partie préparation à un entretien de recrutement. D'accord. Et un dernier atelier, c'est, découverte du clavier alphanumérique, parce que nous avons aussi des agents qui sont à la limite de l'illettrisme et donc, D'accord. qui n'ont, au-delà de l'expression orale écrite, mais qui sont aussi, trop éloignés des outils bureautiques, informatiques de manière générale. Donc, voilà, on essaye aussi de mettre en place des outils d'accompagnement pour ce type d'agents. Super. Et donc du coup, chaque agent doit, bien suivre son parcours, doit le retracer, Oui, doit remonter, classer, tout à fait. En fait, donc à son arrivée, il a un dossier numérique. L'agent possède un dossier numérique. Voilà, donc, au sein de ce dossier numérique, nous avons, mis en place une certaine arborescence. Donc on a, les ateliers, les formations qu'il va suivre. Nous avons les entretiens mensuels aussi. Et donc, dans ces sous-dossiers, il faut qu'il classe, voilà, tout ce qu'il a appris, tous les documents qu'on lui remet, tous les exercices qu'il réalise, au sein du secteur avec son chargé d'accompagnement ou en autonomie, parce qu'il a aussi des plages d'autonomie, qui lui servent justement de refaire les exercices donnés, ou de créer de nouveaux exercices. Et donc ce dossier numérique agent, nous permet aussi à nous de suivre son parcours, son évolution. Donc toutes les semaines, en fin de semaine, on a un atelier qui est dédié aussi sur, l'organisation et la réorganisation du dossier numérique de l'agent. Donc, on voit ensemble, voilà, si les documents sont bien classés, s'il a bien rempli son planning annuel, s'il a bien, actualisé son CV, lettre de motivation, s'il a bien rempli sa fiche retour atelier, sa fiche retour stage découverte métier. Donc, il a beaucoup d'outils à sa disposition, hem et donc, il doit effectivement être auteur et aussi, responsable de son parcours.
Très bien. En termes d'agents accompagnés, aujourd'hui, pour des agents qui sont dans le cadre d'une PPR, vous avez à peu près combien d'agents? Et est-ce que vous avez déjà, à l'issue de ces PPR, eu des agents qui ont été reclassés? Oui, tout à fait. On a actuellement une quinzaine d'agents en PPR, donc qui sont éligibles à ce dispositif-là. Et nous avons reclassé 7 agents PPR depuis la mise en œuvre de la PPR, donc depuis, voilà, on va dire mi-2021. C'est vraiment l'année de la mise en œuvre de la PPR au sein de la ville de Vitry-sur-Seine. Et donc, on a réalisé, voilà, on va dire, cette PPR qui a été mis en œuvre et validée. Super. Et du coup, donc, on l'a compris, c'est un engagement de tous les instants. La particularité aussi, c'est que ces agents, dans le cadre de cette PPR, sont aussi rémunérés par votre service. Ils Oui. sortent de leur service. Et ça, c'est vrai que c'est quand même quelque chose de particulier en termes d'organisation. Quel, quel lien vous faites avec les autres services, les autres directions du coup de l'agglomération, enfin de la ville, notamment le lien avec les services RH pour construire justement un peu ce parcours professionnel de l'agent? Oui, tout à fait. On travaille avec une équipe pluridisciplinaire, donc avec notamment le secteur formation, le secteur recrutement, le secteur prévention et qualité de vie au travail, au sein duquel on a un secrétariat de la médecine du travail, donc on travaille aussi avec le médecin du travail. Nous travaillons alors au sein de la DRH, ce sont vraiment avec ces acteurs-là que nous travaillons. On avait une psychologue du travail, mais en ce moment, c'est en cours de recrutement. Donc la psychologue du travail aussi était un acteur clé dans aussi bien dans la PPR, mais de manière générale dans l'accompagnement vers le maintien dans l'emploi. Donc c'était une personne, un allié précieux en tout cas, dans le cadre de cet accompagnement. Et puis nous travaillons avec tous les services et directions en dehors de la direction des ressources humaines avec qui nous avons noué, voilà une relation de confiance, pour que, justement des terrains de stage puissent être trouvés au sein de ces services et directions et favoriser justement les périodes découvertes métiers pour nos agents du secteur. Et de mémoire, vous avez aussi créé un lien, un grand lien de proximité avec le service recrutement, notamment sur les ouvertures de postes, Oui. où vous avez fait en sorte du coup de pouvoir justement euh, mettre en action vos agents. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Avec le secteur recrutement, on travaille, assez régulièrement donc, sur l'ouverture des postes. Donc effectivement, dès lors qu'il y a un poste, qui deviendrait potentiellement vacant, on essaye d'étudier les différents profils d'agents, de mon secteur, donc, des agents potentiels qui pourraient répondre justement aux missions et aux tâches demandées. Et donc on a des commissions, donc c'est des commissions de recrutement qui se tiennent tous les mois avec, les directeurs, généraux adjoints et donc, au sein de cette commission, toutes les demandes de recrutement sont traitées et sont validées et donc dès lors que nous avons, nous identifions des profils potentiels qui pourraient potentiellement répondre à une demande de recrutement, on propose à cette commission de recrutement et donc, au sein de cette commission, donc les postes sont réservés pour ces agents-là. Donc on appelle des postes réservés, pour les agents du SAM, mais après, voilà, mais la procédure reste quand même inchangée. Il y a quand même un entretien de recrutement. C'est une procédure classique de recrutement, mais ça donne la possibilité et ça priorise un peu les agents de ce secteur, et ça développe leur employabilité aussi quelque part au sein de la collectivité. Parfait. Du coup, vous, dans le cadre de cette mise en œuvre de la PPR au sein de la ville de Vitry-sur-Seine, quelles ont été les plus grosses difficultés que vous avez pu rencontrer ou peut-être les erreurs que vous pourriez conseiller d'éviter si on doit mettre en œuvre justement un processus de PPR?
Oui, alors c'est vrai qu'au départ, dans le cadre de cette mise en œuvre de la PPR, on a rencontré des difficultés, de nombreuses difficultés parce qu'il fallait quand même faire une communication assez globale, auprès de nos directions et services parce que nous, de notre côté, au sein du secteur, on fait des ateliers, on les accompagne dans le cadre d'un projet professionnel. Donc tant cette partie-là, elle est bien ficelée, elle est bien actée, donc c'est nous qui gérons. Mais la partie, terrain de stage, réaliser des périodes d'immersion professionnelle. Donc ça, c'était une partie qui était au départ un peu complexe parce qu'il fallait voilà, sensibiliser toutes les directions de la collectivité, en tout cas la majorité des directions de la collectivité, pour justement pour qu'ils puissent travailler en collaboration, main dans la main avec notre secteur et accepter d'accueillir des agents de mon secteur pour qu'ils puissent découvrir un métier, pour qu'ils puissent réaliser une période immersive sur notamment des métiers d'accueil et de gestion administrative. C'était beaucoup. Ce sont vraiment la plupart de nos, euh, de nos cœurs de métier, voilà, qui sont très souvent favorisés hein, et demandés par nos agents du secteur. Ça, c'était quand même une grande difficulté qu'on a rencontrée au départ. Et après, au-delà de cette sensibilisation, c'était aussi tout un travail avec, voilà, faire le deuil d'un métier, c'est très compliqué pour nos agents. Donc, ça aussi, au départ, c'était compliqué d'expliquer aux agents dans quel dispositif ils allaient s'insérer et de quelle manière, nous, de notre côté, on pouvait les accompagner, parce que même les ateliers, c'était parfois très compliqué pour certains de nos agents. Parce que, voilà, comme je vous disais, ils étaient aussi, ils découvraient certains, pour beaucoup d'entre eux, au départ, c'était une découverte de ces outils et donc les motiver tous les matins, tous les jours pour faire des exercices Word, des exercices Excel, envoyer un mail, répondre à un mail, transférer un mail, c'était pas chose aisée. Mais avec voilà, de la pédagogie, avec de la persévérance, avec des outils structurés, c'est un peu sécuriser ce process, cet accompagnement. Et donc aujourd'hui, on a vraiment des agents qui ont une très grande confiance en elles. Je dis elles parce qu'on a quasiment que des femmes au sein de mon secteur. Et donc, du coup, pour la plupart, oui, elles ont développé beaucoup de connaissances, de compétences et elles sont sur des postes depuis plusieurs mois déjà. Donc, vraiment, c'est une belle réussite. Mais oui, on a quand même rencontré des difficultés sur les leviers de motivation qu'on a dû activer pour justement rendre l'agent auteur et acteur de son parcours, parce que nous, voilà, on le répète encore aujourd'hui, on le répète, on est là pour les accompagner, parce que eux, s'ils n'ont pas le déclic dans leur petite tête, c'est compliqué de travailler ensemble. Donc, il faut que le déclic vienne déjà tout d'abord de leur part, et ensuite, nous, après, il suffit juste de l'attraper, de travailler ensemble. Je sais qu'aussi lors de notre échange, on avait parlé d'une autre difficulté, c'était peut-être la durée de la PPR qui parfois peut Oui. être un peu plus extensible dans le cadre de la ville de Vitry. Peut-être nous en dire un petit peu plus et du coup, quelles difficultés ça peut engendrer? Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que au départ, on avait alors il faut savoir qu'à la ville de Vitry-sur-Seine, on a vraiment une politique sur le reclassement, sur la mobilité interne qui est très vraiment favorable, je dirais, qui est favorable pour nos agents de la collectivité. Donc, on n'applique pas voilà les finalités de la PPR en cas de non-reclassement. Donc, on est vraiment dans cet esprit d'accompagner, même au-delà de cette période de 15 mois, nos agents dans le cadre de leur apprentissage des connaissances, des compétences, de multiplier leur employabilité, développer voilà, les mises en situation pratiques dans les directions et services.
Donc ça, c'est oui, effectivement, ça peut, et c'en est une, hein, c'est une vraie difficulté parce que du coup, ça donne un cadre, mais sans donner de cadre, finalement. Donc, on sait qu'on a une échéance, mais finalement, on sait que les mesures ne seront pas, les mesures statutaires, hein, fin de PPR pour non-reclassement ne seront pas appliquées. Donc ça, c'est vrai que c'est assez confortable. C'est une situation qui est très confortable au sein de la ville de Vitry-sur-Seine pour nos agents. Donc au départ, il y avait un petit peu de laxisme aussi, il faut le dire, de la part de nos agents parce qu'ils savent qu'on ne va pas les sanctionner. Il n'y a pas de retraite pour invalidité, de licenciement pour inaptitude physique, de disponibilité d'office. Donc c'est vrai qu'ils étaient dans ce confort-là. Mais aujourd'hui, voilà, on a rendu cet accompagnement, comment dire, plus responsable. Voilà, on va dire ça comme ça, plus responsable. Et donc, les agents, ils ont un peu compris que s'ils s'impliquaient pas dans cet accompagnement-là, ils risquaient vraiment de rencontrer de multiples difficultés dans le reclassement. Donc ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui ancré et effectivement, on a 15 mois et on a quand même rajouté 3 mois supplémentaires. La ville de Vitry-sur-Seine a rajouté 3 mois supplémentaires. Donc ça leur laisse 18 mois ça nous laisse, parce que nous aussi, hein, Oui, c'est un de tout à nos fait. engagements, ça nous laisse 18 mois pour reclasser un agent qui est éligible à la PPR. Très bien. On a parlé de difficultés. Maintenant, ce serait bien de parler peut-être des conseils, des bonnes pratiques que vous aimeriez partager avec notre auditoire. Oui, oui, tout à fait. Alors, il y a un premier conseil, c'est voilà, d'être dans la pédagogie et vraiment expliquer, entretenir une relation de confiance avec les agents concernés. Il faut vraiment rassurer ces agents-là sur le dispositif, sur de quelle manière on va vraiment les accompagner, vraiment faire des points réguliers avec ces agents. Nous, on fait des points réguliers tous les mois avec nos agents, donc par le biais d'entretiens mensuels. C'est vraiment obligatoire, ça a un caractère obligatoire. Pour le coup, ça fait vraiment partie de nos engagements et de leurs engagements également, hein, parce qu'ils doivent être assidus, présents, ils doivent travailler sur des documents qu'on leur remet, sur le projet professionnel. Donc, il y a tout un travail de suivi qui est réalisé. Donc ça, oui, effectivement, travailler sur une mise en confiance avec les agents, mettre en place des entretiens de suivi réguliers avec ces agents, les rassurer, leur demander, ne pas hésiter à leur demander comment ils vont, comment se passe. Alors nous, c'est vrai que comme on les suit au quotidien parce qu'ils sont rattachés au sein de notre secteur, bah c'est ce baromètre-là, on va dire, on le mesure quotidiennement. Oui, bien sûr. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui est assez confortable dans le cadre de cet accompagnement-là. Donc, tout de suite, on peut détecter si l'agent va bien, ne va pas bien, s'il comprend, s'il ne comprend pas, où est sa difficulté ou alors où est sa satisfaction. Donc ça, on arrive à le mesurer au quotidien. Mais pour les collectivités qui n'ont pas la chance d'avoir un secteur dédié à cet accompagnement-là, faire des entretiens réguliers, voilà, ne pas hésiter à proposer notre aide dans la réalisation d'un CV, d'une lettre de motivation, dans tout ce qui est aspect technique de recherche d'emploi, la préparation à un entretien de recrutement, parce que voilà, ils savent pas, hein, les agents, ils sont issus de la filière technique pour la plupart et ils n'ont pas passé d'entretien de recrutement depuis plusieurs années pour la plupart et la majorité d'entre eux. Donc, ils ont un petit peu perdu la posture, l'attitude, les mots, le vocabulaire, les verbatims qu'il faut utiliser pour convaincre un employeur. Enfin, un employeur ou alors une direction en interne. Donc ça, c'est important de les préparer à ce type d'exercice. Et puis de les sensibiliser aussi sur, voilà, ils ont leur donner du travail à faire
Ça, c'est important pour qu'ils puissent s'impliquer et se dire, bah, tiens, pour le prochain entretien, je dois travailler là-dessus parce que voilà, il y a des objectifs qui ont été fixés et puis ça nous permet d'avoir un fil conducteur dans cet accompagnement et l'agent, il sait, voilà, aujourd'hui, il doit faire ça, pour la semaine prochaine, il doit préparer ça, pour le mois prochain, il doit penser à ça. Donc, ça, c'est important. Sur tout ce qui est entretien de recrutement, nous, on a mis en place un tableau de suivi des candidatures. Donc, ça, c'est bien aussi de donner un tableau que vous pouvez réaliser avec voilà, la date à laquelle il a candidaté, est-ce qu'il a obtenu une réponse ou pas, est-ce qu'il a été reçu en entretien ou pas, si oui, quelle a été la réponse suite à cet entretien, la direction, enfin tous les éléments relatifs à l'offre d'emploi, donc la direction, l'intitulé du poste, les missions. Donc tout ça, c'est dans un tableau reporting que nous, on appelle un tableau de suivi des candidatures. Donc ça, on le remet systématiquement à notre agent dès son arrivée et donc, on a un atelier sur voilà, recherche d'emploi. Donc, on va avec l'agent hein, sur le site intranet de notre collectivité et on va consulter la bourse de l'emploi ensemble pour voir s'il y a des offres qui pourraient l'intéresser. Donc, ce tableau de suivi de candidature, ça c'est bien d'en créer un et de le remettre à l'agent. Ensuite, nous, on a travaillé sur un projet professionnel, un livret. Donc, vraiment, on a mis en place un petit livret de projet professionnel. Donc, ça aussi, c'est bien de donner des outils comme ça, assez ludiques. On l'a vraiment fait de manière à ce qu'il soit ludique et qu'il soit très parlant pour l'agent, avec des petites cases, avec des petites astuces, des liens hypertextes, avec des annexes aussi où on donne beaucoup d'astuces, beaucoup d'outils pour travailler sur son projet professionnel. Et puis sensibiliser aussi toute la ligne hiérarchique sur la politique de reclassement, la politique de maintien dans l'emploi. Donc nous, on a un élu qui est très porteur sur la thématique. Donc ça, c'est vraiment bien. Nous avons un maire aussi qui est très axé, hein, qui est vraiment très favorable pour tout ce type d'accompagnement, donc qui est très à l'écoute. Un vrai portage Voilà, politique. un vrai portage politique, tout à fait. Et puis ne pas hésiter à rencontrer les directions et services, mais vraiment aller les voir, demander, provoquer un rendez-vous avec ces directions et ces services pour leur expliquer, voilà, votre rôle, et puis la finalité de la PPR pour qu'ils puissent eux aussi comprendre l'enjeu de la PPR et puis s'impliquer davantage dans cet accompagnement-là, parce que sans les directions et services, voilà, on ne peut pas travailler dans des conditions confortables et favorables. C'est clair. En tout cas, merci beaucoup, Kirija, pour ce partage d'expérience qui est Merci à très vous. complet. Voilà, on a eu une vision un peu 360 de tout ce qu'on pouvait mettre en œuvre dans le cadre d'un processus de PPR. Peut-être que du coup, nos auditeurs ont des questions à vous poser. Donc voilà, n'hésitez pas si certains veulent prendre la parole et peut-être poser des questions. Je crois qu'il y a Séverine qui a levé la main. Séverine, allez-y. Oui, moi j'ai posé une question, je l'ai mis dans la conversation. Vous dites que vous accompagnez, mais qu'à la fin de la PPR, donc qui peut aller jusqu'à 18 mois, il n'y a pas forcément de sanctions, entre guillemets, c'est pas beau le terme, mais vous arrivez à reclasser toutes les personnes sur des postes vacants au sein de votre collectivité? Alors, pas toutes les personnes, malheureusement, mais les profils qui pourraient correspondre aux postes qui sont vacants. En fait, on n'a pas beaucoup de postes vacants au sein de la collectivité sur les métiers d'accueil et les métiers d'assistanat, administrative. Donc, du coup, dès lors qu'il y a un poste vacant sur ces thématiques-là,
on essaye justement de proposer à la commission de recrutement des profils potentiels qui pourraient répondre à ces besoins. Et donc, ensuite, donc ça, c'est une manière de réserver des postes pour nos agents de mon secteur. Et puis ensuite, ils passent un entretien de recrutement avec les directions et services recruteurs. Et ensuite, on voit de quelle manière on peut, si la réponse est positive, dans la plupart des cas, la réponse reste positive. Donc, on accompagne l'agent dans la prise de poste et on accompagne aussi le service sur les 3 premiers mois de sa prise de poste. Et si malheureusement l'entretien de recrutement n'était pas concluant, bah écoutez, c'est pas bien grave, l'agent reste toujours dans mon secteur et puis nous l'accompagnement continue. Mais jusqu'à combien de temps? Parce que 18 mois, c'est déjà long. Et je me dis, moi, je suis en hospitalière. Alors, on est encore loin d'avoir mis, mais on est confronté à la problématique des soignants pour lequel, alors, moi, c'est très compliqué en hospitalière. C'est dommage que je n'ai pas pu échanger avec celle qui présentait juste avant. Puisqu'il y a des problématiques ensuite de salaire. Bon, voilà, bref. Mais je me dis, au bout de 18 mois, si vous n'avez pas, parce qu'à un moment donné, on n'a pas 36 000 postes à proposer, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que comment vous les gardez du coup rattachés à votre service, mais ça peut, je veux dire, il peut y en avoir encore plus qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe dans quelques années parce que si vous ne trouvez pas au bout de 18 mois, vous allez continuer, mais il y a un moment donné où Tout à fait. Vous en avez combien actuellement en suivi? Actuellement, on a une 50aine d'agents que nous suivons. On en a votre service? 51. Oui, au sein de secteur, tout à fait. Et En effectivement, PPR? non, en PPR, on a une 15aine d'agents en PPR. Ah oui, d'accord. Oui. Ah oui, non, alors quand vous dites effectivement, 50 personnes 51 qui sont agents, suivies, on a aussi des agents que nous accompagnons dans le cadre d'un changement d'affectation. Donc, ils ne sont pas éligibles à la PPR. mais disons sur les 15, d'accord. Voilà. Et qu'est-ce Donc, qui se passe au bout des 18? Enfin, voilà, après, alors j'entends que vous avez une politique, un maire, mais moi, je suis en territorial. Moi, si je dis à ma DRH, on les garde 15 mois, 18 mois, il se passe rien. Enfin, ça ne va pas aller, quoi. Il y a un besoin d'un. Ouais. Comment tu fais? Non, mais je comprends, hein. Effectivement, c'est vrai que c'est une vraie question en termes d'accompagnement et ça, c'est la question que je me suis, c'est une réflexion qu'on a eue au début de PPR. Mais effectivement, nous, on est vraiment là pour, alors ça, c'est la ville de Vitry. Je parle au nom de la ville de Vitry-sur-Seine. Donc effectivement, nous, on a rajouté 3 mois supplémentaires. Normalement, c'est 12 mois plus 3 mois, donc c'est 15 mois. Et les 3 mois supplémentaires, c'est vraiment propre à la ville de Vitry-sur-Seine. Oui. Donc, soit un total de 18 mois, effectivement. Mais au-delà des 18 mois, parce qu'on a des agents qui ont intégré la PPR en 2021. Donc aujourd'hui, on est en 2023, bientôt 2024. Et ils sont toujours en PPR et ils n'ont toujours pas trouvé de poste. Donc, c'est l'une des difficultés dont on avait échangé lors de exactement. lors de notre échange. Tout C'était à fait. le côté, on va dire, le biais en fait de cet accompagnement. C'est-à-dire que vu que la ville est en effet dans une politique volontariste de vouloir maintenir dans l'emploi le plus longtemps possible, bah, le risque, c'est qu'on ait des agents qui ne retrouvent jamais un nouvel emploi et qui, du coup, Exactement. restent dans une zone un peu floue, une zone grise. Oui. Et parce que visiblement, à la ville de Vitry-sur-Seine, la notion de licenciement et autres est compliquée à prendre. Donc, Exactement. on est vraiment dans un cas particulier. Je ne suis pas sûre qu'en effet, toutes les structures puissent aller jusqu'à ce niveau d'accompagnement. Et on s'est posé la question aussi du côté bénéfique d'accompagner aussi longtemps. Exactement, oui, parce qu'à un moment donné, la démotivation s'installe et on a des agents pour qui, oui, effectivement, ils étaient démotivés, frustrés de ne pas avoir trouvé de poste, alors que certains de leurs collègues trouvaient un poste. Après, il faut savoir que les agents qui continuent à être attachés au sein de mon secteur encore aujourd'hui en 2023, c'est vraiment des agents qui sont
qui ont des vraies difficultés. Voilà. Donc, soit dans l'apprentissage, donc ils ne maîtrisent pas totalement les outils bureautiques, l'informatique, ils ne comprennent pas parce ils viennent voilà, de la filière technique, donc ils ont été agents d'entretien dans les écoles. Certains, ils ont pas du tout de diplôme, donc ils sont vraiment sur la limite de l'illettrisme. Donc, pour certains, on a voilà, une majorité de cas qui sont voilà, qui ont besoin encore d'un accompagnement au-delà de ces 18 mois. Ça, c'est une Ça évidence. m'étonne pas. Et ils viennent Après, tous les jours? oui, tout à fait. Voilà, ils Ils sont viennent pas tous chez les parce que jours. moi le discours aussi qu'il y a dans mon établissement, c'est oui, ils sont chez eux pendant la PPR. Non, là, vous les D'accord. faites venir tous les jours, Exactement. avec des horaires de bureau entre guillemets, Tout à enfin, fait. d'accord. Et Tout à après donc fait. après j'entends bien effectivement que vous allez être sur d'autres problématiques bien plus complexes. Après, c'est un choix de la mairie, hem, de pouvoir les garder en tout cas, avec enfin voilà, c'est un choix. OK. Oui, tout à fait. Puis ceux qui ne trouvent pas au bout de 18 mois, effectivement, ils ont beaucoup plus de problématiques autres, on est d'accord. Exactement, exactement. Merci. Généralement, on arrive Ouais, à les reclasser, je vais pas dire rapidement. Après, c'est pour certains, oui, à peine arrivés, à peine reclassés. Après, pour ouais. d'autres, ils ont vraiment besoin, j'ai envie de dire quand même la durée moyenne d'un reclassement, là, aujourd'hui, au sein de mon secteur, il est de 8 à 10 mois quand même. C'est Ce qui vraiment, correspond à une PPR en fait, si vous regardez exactement, bien. D'accord. exactement. Oui, tout à fait. Merci pour toutes ces précisions. Je vous en prie. Alors, on a Sophie qui voulait intervenir. Alors, je remets Sophie ma Fréquet. caméra de 2 minutes. Vous m'entendez là? Oui, très Oui. bien. Oui, comme j'ai des écouteurs, je ne savais pas. Oui, moi, donc, on teste avec ma collègue Muriel Jardel au sein d'INRAE une première PPR. Alors, on tâtonne, voilà. Donc, je crois qu'on a beaucoup d'outils et d'éléments pour comprendre la PPR, comment ça se décline et pour l'adapter à notre contexte de travail, en fait, hein. Mais on bute un peu sur la question, une fois qu'on a décliné un projet. Alors, nous, on fait un peu il y a soit des postes, soit un peu du sur-mesure qu'on est prêt à construire, hein, pour, voilà. Une fois qu'on a trouvé un peu un profil de poste, un profil d'activité, comment on acte le reclassement au niveau administratif? Voilà, pour moi, c'est un peu. Alors, je suis au sein de la DRH, mais sans être très pointue, hein, sur tout ce qui est administratif. Mais voilà, on a engagé quelqu'un. Quelles conséquences s'il change de grade ou de corps? Enfin, comment on peut trouver ces éléments de réponse aussi, cette étape-là d'acter le reclassement? Alors nous, en fait, à partir du moment où un agent, est reclassé sur un poste, un agent PPR est reclassé sur un poste vacant, donc on établit un arrêté. Donc c'est un arrêté, de détachement. Parce qu'il faut savoir que Mmh. sur une année, il est en détachement. L'agent est placé en détachement, et au bout de cette année, il sera intégré en fait définitivement sur le poste en question. Donc on fait un arrêté de détachement. Après, on fait, une saisine auprès du conseil médical, donc en y joignant la nouvelle fiche de poste. Donc pour que le conseil médical puisse aussi à son tour valider, la compatibilité de son état de santé avec le nouveau poste. Voilà. Et étant donné que la convention PPR, elle est tripartite, donc il y a le CIG, qui est aussi un acteur clé, dans la mise en place de la PPR. Donc on envoie, une information, donc en y joignant l'arrêté, de détachement que nous avons réalisé. Donc cette information à notre interlocuteur PPR du CIG qui met du coup fin à la PPR, donc fin à la convention, PPR, qui a été signée entre la ville, donc vous, votre collectivité, l'agent et le CIG. Mais est-ce que vous parlez de postes qui existaient, de postes budgétaires avec des profils précis? Est-ce que vous affectez les gens sur des profils précis ou est-ce que vous êtes amené aussi à construire des profils de postes? Alors, Enfin, oui, profils d'activité, et comment vous les rattachez à la notion de poste pour qu'on acte un reclassement qui inscrive la personne dans un repositionnement stable, hein, dans la durée?
Alors, effectivement, on a eu l'année dernière, avec notre ancienne direction, parce qu'il faut savoir que la direction des ressources humaines a été réorganisée, et puis il y a eu le départ de notre ancien directeur des ressources humaines, et on a depuis mars une nouvelle directrice des ressources humaines au sein de la ville de Vitry-sur-Seine. Et en fait, avec notre ancien directeur, nous avons créé quelques postes afin de pérenniser les agents PPR. Donc là, on parle de création de postes, effectivement. Donc, c'est des créations de postes et dans lesquelles, voilà, on liste les tâches et les missions du poste. Donc, ça, on voit avec le service d'accueil, le service recruteur. Donc là, dans ce cas-là, il y a une analyse du besoin, une édition de fiches de poste, et puis après, on essaye de raccrocher l'agent PPR sur le poste. Ça, c'était lors des créations de postes. Et donc, ce sont des postes qui sont, encore une fois, ouverts uniquement pour les agents en situation de reclassement. Et après, les autres postes qui nous intéressent, ce sont aussi les postes qui sont vacants. Et donc là, ils sont vraiment budgétisés. Donc, ce sont vraiment des postes qui existent et donc ils sont devenus vacants pour X motifs. Et donc là, il y a donc ça passe. Certains postes sont réservés pour les agents de mon secteur. Ok. Est-ce que vous avez eu des changements de grade, de corps, enfin voilà, qui amènent et quelles sont les conséquences sur la carrière de l'agent? Voilà. Comment vous gérez ça? Durant la PPR, il y a une double carrière. Donc, en fait, l'agent conserve sa filière d'origine. Donc, admettons, si on prend l'exemple d'un agent d'entretien dans les écoles. Donc, lui, il est issu de la filière technique. Il est sur le grade d'adjoint technique. Et donc, durant cette période de PPR, il va conserver son grade, et il a aussi, il va sur un nouveau grade également. Donc, il conserve son ancien grade et il va avoir un nouveau grade. Donc, on parle de double carrière. Et après, une fois qu'il sera reclassé, donc il sera sur un poste vacant. Donc, pour nous, ce sont principalement des postes issus de la filière administrative. Et donc là, à partir du moment où l'agent est détaché sur un poste administratif, donc filière administrative, et donc pour grade équivalent, et bien là, effectivement, il y a un changement de grade qui va s'opérer. Donc, il va quitter le grade d'adjoint technique, et il ira sur le grade équivalent, c'est-à-dire adjoint administratif. Quand vous dites grade équivalent, ça veut dire qu'il n'y a pas d'impact sur la carrière en termes d'évolution? Alors, en termes d'évolution, non, il n'y a pas d'impact. Mais après, l'impact qu'il pourrait avoir, c'est sur la rémunération. Plutôt à la baisse alors, dans le cas que vous citiez? Oui, plutôt à la baisse. Après, ça dépend des collectivités. Est-ce qu'ils ont des primes qui pourraient effectivement peut-être s'ajouter suivant le nouveau grade ou la nouvelle filière. Et donc là, c'est vraiment au cas par cas. Ok. Merci beaucoup. Je Je dois vous vous en prie. quitter, mais c'était super. Merci beaucoup. Merci. On a encore quelques questions, Kirija, notamment une question qui demandait combien d'agents participent en même temps à chaque atelier. Alors, nous, on essaye vraiment de faire des mini-groupes. Donc, on peut en avoir, donc c'est 4 vraiment grand maxi. Mais après, ça dépend. Par exemple, l'atelier de prise de parole en public, on peut aller à 6, par exemple. Mais pas plus. D'accord, oui, pour que ce soit interactif et qu'ils puissent… Exactement. D'accord. Pour qu'il y ait une vraie dynamique de groupe aussi qui puisse s'installer. Quand ils sont trop nombreux, c'est difficile de véhiculer les messages et puis de captiver leur attention. D'accord. Merci beaucoup. Une question, que je me remette dans le fil. Pouvez-vous me confirmer qu'un agent peut bénéficier d'une PPR sans être en inaptitude? Par exemple, si nous n'avons aucun poste à lui proposer dans sa BAP, je ne sais pas ce que c'est. C'est Martine Maupin qui a posé la question. Je ne sais pas si elle veut compléter. Ah, je ne sais pas si elle est toujours là.
en tout cas, pour la PPR, il faut que l'agent il soit vraiment inapte à toutes les fonctions de son grade. C'est ça, exactement. Alors, on avait Élodie qui demande: travaillez-vous en partenariat avec différentes fonctions publiques? Je pense que sa question, c'est de savoir est-ce que du coup, aujourd'hui, vous accompagnez vos agents aussi bien dans la fonction publique territoriale, enfin sur une reconversion dans la fonction publique territoriale, mais est-ce que ça pourrait être interfonction publique? Alors, on aimerait. Moi, C'était un j'aimerais sujet bien. c'était un sujet qu'on avait pu aborder C'est dans le cadre de la tout formation des à référents fait. handicap. En effet, Oui, euh, tout à le fait. rêve de plusieurs référents était en effet qu'il y ait un lien entre différentes Oui, fonctions publiques pour optimiser les chances exactement. de trouver des reclassements. Exactement. Donc, avec grand Euh, plaisir. Aujourd'hui, on ne le fait pas, mais c'est un projet qui se construit. Tout à fait. Alors, on a Nathalie Montero qui demande: dans le cadre du territoire Grand Orly Seine-Bièvre, les agents ont-ils une possibilité d'effectuer une immersion hors de votre ville? Alors, non, ils ont la possibilité, les agents en PPR, ils ont la possibilité de faire une période immersive ou un stage découverte métier hors collectivité d'origine. Mais aujourd'hui, nous, l'occasion et l'opportunité ne se présentent pas parce que les agents, en fait, tous les agents que nous accompagnons, ils souhaitent rester au sein de notre collectivité, donc à la ville de Vitry-sur-Seine. Donc c'est vrai que la question ne se pose pas aujourd'hui, mais nous avons la possibilité, dans le cadre d'une PPR, de réaliser des stages découverte métier ou des périodes immersives dans d'autres collectivités. Ça pourrait se faire. Mm. On a Anne-Cécile Richard qui pose la question: la réussite des 7 premiers reclassements est-il un capital communication pour obtenir l'adhésion des agents sur des nouvelles PPR? Est-ce qu'aujourd'hui, vous en servez pour convaincre dans votre argumentaire pour les agents? Euh, oui, mais c'est plus pour nos directions et services, D'accord. pas vraiment pour les agents. Mais beaucoup on s'en sert, on fait beaucoup de communication justement là-dessus et on parle de ces réussites auprès de nos directions et services pour justement, voilà, les impliquer davantage dans ce dispositif. D'accord. On a une autre question d'Anne-Cécile. Elle pose la question: est-ce que du coup une affectation ponctuelle peut être effectuée, notamment par exemple pour un remplacement de congé maternité et autres? Oui, nous on le fait. Oui, tout à fait. Un congé maternité ou parfois même, des congés tout court, hein. C'est-à-dire qu'on a un agent dans un service, donc qui exerce des métiers, un métier d'accueil, agent d'accueil par exemple, et qui part en congé, sur la période estivale de 2 à 3 semaines, voire plus. Et ben, le service peut faire appel à mon secteur pour savoir si nous avons des agents disponibles sur cette période et qui viendraient en remplacement de l'agent absent. Mmh. Très bien. Et du coup, une dernière question de Martine Maupin qui demande après, on aura une autre question. Pour prouver que l'agent est inapte à toutes ses fonctions de son grade, faut-il obligatoirement passer par le conseil médical? Oui. Alors je n'ai pas peut-être très bien compris la question, mais en tout cas, l'employeur fait une saisine auprès du conseil médical qui rend un avis et effectivement, nous, en fait, tout notre travail d'accompagnement, débute à partir de cet avis rendu. Donc sur cet avis, il faut, vraiment que la notion d'inaptitude aux fonctions de son grade soit stipulée et notifiée pour que nous puissions, rattacher cet agent au sein de notre secteur et Commencer le PPR. pour recommencer la PPR, tout à fait. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Bon, je pense que Martine nous réécrira si jamais elle a besoin d'un complément d'information. Élodie voulait poser une question. Oui, moi c'était surtout sur votre argumentaire quand l'agent va avoir une perte de salaire, parce que chez nous c'est souvent ça en fait qui fait qu'ils ne veulent pas rentrer dans ce processus. Donc quel est l'argumentaire que vous arrivez à mettre en place pour que l'agent adhère à la PPR? bah,
par rapport à ça, on n'a pas vraiment d'argumentaire. Après, c'est vrai que si vraiment il y a une grosse perte de rémunération, on leur demande de s'approcher, enfin de se rapprocher de l'assistante sociale éventuellement. Mais après, nous, c'est vrai que ça fait partie en fait de la procédure, c'est-à-dire que l'agent, il est reconnu inapte à ses fonctions de la filière technique, par exemple. Et ben, c'est la deuxième étape, c'est vraiment l'intégration au sein de mon secteur et l'accompagnement dans le cadre d'une deuxième carrière. Donc, on lui dit, bien évidemment, on a cette transparence qu'on a avec tous nos agents, mais après, c'est comme ça, c'est une conséquence, c'est une des conséquences de cette inaptitude, une conséquence administrative, j'ai envie de dire. Donc, l'agent, pour la plupart, ils acceptent. Après, ils acceptent, oui, dans la plupart des cas, hein, mais après, c'est vrai que c'est pas vraiment c'est pas non plus mon cœur de métier, la paye, donc on n'a pas forcément d'argumentaire en soi, par rapport à cette situation-là. On leur explique, voilà, qu'aujourd'hui, ils sont plus dans la capacité d'exercer leurs fonctions et donc nous, on a, voilà, cette opportunité de les accompagner, dans le cadre d'une reconversion professionnelle. Donc, ils adhèrent au principe. Après, la perte de la rémunération, oui, parfois, il y a un sentiment, voilà, de frustration, mais ça passe. Oui, puis c'est aussi qu'ils sont sur d'autres fonctions, sur d'autres périmètres et que ça leur permet aussi de se maintenir dans l'emploi Oui. là où demain, Mmh. s'ils ne rentraient pas dans ce processus-là, en effet, à l'instant T, ils n'auraient pas de perte de salaire, mais à terme, oui, parce que Oui. pour le coup, ils risqueraient Mmh. une désinsertion professionnelle. Donc, c'est Exactement. aussi un calcul, en tout cas dans l'argumentaire, c'est peut-être de montrer aussi que c'est un calcul sur l'avenir. C'est que Mmh. peut-être que dans quelques mois, s'ils ne font pas cette démarche de reconversion, s'ils ne font pas cette démarche de construire leur projet professionnel, eh ben, ils vont se retrouver dans une situation où ils ne pourront plus du tout tenir leur poste et donc se retrouver, alors pas forcément Mmh. dans la ville de Vitry, mais en tout cas se retrouver dans un processus de licenciement ou de mise à la retraite et autres, où là, pour le coup, l'enjeu financier peut jouer. Donc, Oui. Non, non, oui, tout à fait. on a une question de Julie. Je souhaiterais savoir comment se fait le versement du CIA pour les personnes en PPR. Qu'est-ce que le CIA? Julie, s'il vous plaît. Ou si vous avez la possibilité du coup d'ouvrir votre micro, vous pouvez prendre la parole sans aucun problème. Vous m'entendez pas? Complément d'indemnité annuelle. Indemnitaire annuel. Pas de souci pour le micro. Après sur l'aspect rémunération, nous de mon secteur, on n'intervient pas. Donc, toutes les questions relatives, à la rémunération, on demande à l'agent de prendre contact avec le service paie carrière absence, qui peut éventuellement faire des simulations ou alors apporter davantage d'informations, sur, certaines thématiques précises. Donc malheureusement, je vais pas devoir, je vais pas, pouvoir répondre à votre question et puis la CIA, le complément indemnitaire annuel, je sais pas, c'est peut-être propre à chacune des collectivités. Moi, j'ai Alors, on a Basile et on a Muriel qui disent que c'est une prime sur objectif, une prime facultative. Après, alors, je n'ai pas forcément l'information, mais à première vue, si c'est une prime sur objectif liée du coup à un poste et qui n'occupent plus le poste puisqu'ils sont dans le cadre du coup d'une PPR, a priori, il y a quand même peu de chances qu'ils aient le maintien de cette prime. Enfin, oui, la tout à fait. Ouais. logique voudrait que cette prime, du coup, ne leur soit plus attribuée, puisque je suppose que cette prime, du coup, repose sur des critères opérationnels, donc c'est-à-dire la réalisation de missions ou de grade. Mais en effet, c'est peut-être de se rapprocher de vos services paye carrière qui, là, pour le coup, pourront vous valider l'info. Alors, on se laisse encore 5 minutes pour les questions, pour libérer Kirija
entre autres. Une question du coup de Cécile. De fait, je me posais la question, le FIP prend en charge 60% de la rémunération, traitement indiciaire du grade avec ou sans les primes. C'est une excellente question, je n'ai pas la réponse. Je ne sais pas si Maëlys est encore là. Alors, attendez, je vais juste vérifier. Peut-être qu'elle pourra nous répondre. Parce que, excusez-moi, le FIP, il prend en charge la rémunération pendant la PPR? Alors, en fait, sur notamment, alors c'est l'aide. Dans le cadre d'une formation, il va prendre la rémunération. Donc, si jamais il y a des actions de formation. J'avais cru comprendre qu'il ne prenait plus en charge le traitement pendant la formation. Donc, par exemple, sur la formation, dans le cadre de financement d'actions de formation, de reconversion, par exemple sur une maladie évolutive, le FIP va payer le coût de formation et il va prendre en charge 60% de la rémunération de l'agent. Après, est-ce que cette rémunération comprend les primes complémentaires? Je ne saurais pas vous répondre et très honnêtement, je ne sais pas si Maëlys pourra vous répondre. On ne vous entend pas. Ah mince. Excusez-moi, oui, de fait, j'avais mal compris. Hein, si c'est que 60% du coût de la formation, voilà. Excusez-moi, j'avais mal compris, hein, mais j'ai essayé d'être attentive, mais c'est difficile quand même à absorber. Voilà. Mais je lirai tranquillement les fiches et le replay. Super. Pas de problème, Maëlys. Alors, dernière question, et ce sera notre dernière question de ce webinaire. Qui fait les entretiens professionnels des agents PPR s'ils vont dans plusieurs services? Comment ça se passe chez vous? Alors, nous, on ne fait pas les entretiens professionnels pour les agents de mon secteur. Donc, les agents PPR, on les réalise pas. Mais on a une feuille d'objectifs, enfin une feuille en fait sur laquelle nous inscrivons les objectifs à venir. Et donc, on essaye de voir si l'agent a réussi à tenir les objectifs et puis s'il a rencontré des difficultés et si oui, de quelle manière on pourrait travailler ensemble pour qu'ils puissent réaliser les objectifs dans des bonnes conditions. Donc, effectivement, on n'a pas. C'est une question qu'on s'était posée et on a pris la décision de ne pas réaliser les entretiens professionnels pour les agents PPR. D'accord. Écoutez, merci beaucoup, Kirija, vraiment, pour la disponibilité, pour toutes les réponses. Bien sûr, vous pourrez tous retrouver ce replay sur le site du FIP ainsi que les différents outils. De mon côté, je vous enverrai, puisque vous êtes inscrits dans le cadre de ce webinaire, le replay, comme ça vous l'aurez en direct, ainsi que les différents documents que Nathalie et Kirija vont pouvoir vous partager. Je vous enverrai aussi également dans le corps de ce mail une enquête de satisfaction dans le cadre de ce webinaire. Ça nous permet vraiment de pouvoir aussi réajuster les formats, les contenus. Donc voilà, n'hésitez pas à y répondre. C'est important pour nous de pouvoir réajuster nos interventions. Et la prochaine étape, c'est le prochain webinaire. Ce sera un webinaire sur le milieu protégé, le milieu ordinaire, quelle passerelle. Donc voilà, si vous voulez savoir comment faire le lien avec le secteur protégé et adapté, n'hésitez pas du coup à participer au prochain webinaire. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir.